Samedi, 6h40. Je cavale sur le boulevard. Parce qu'il fait pas chaud. Parce que je suis pas en avance non plus. Mais je sais pas pourquoi, être à moitié réveillé, en route pour le boulot à une heure pas naturelle, ça me fait toujours cogiter. En pensant à qui a pu dormir sur le trottoir cette nuit qui n'en finit pas de finir, je lève machinalement les yeux vers une enseigne de pharmacie pour savoir la température. Mais c'est encore éteint. Évidemment. Je préfère pas savoir, finalement. Et puis j'essaye de me remonter, de me rappeler qu'il ne faut pas que je me laisse contaminer, ni décourager par le flot d'horreur que j'entends sortir de la bouche du patron et de ses potes quand ils décident qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de m'annexer la réception. Ni par ce que dit Gérard. Je repense à ce qu'il m'a sorti l'autre jour quand je lui ai dit que j'avais nettoyé le micro-ondes. Mais non, le micro-ondes, tu le nettoies pas. Tu dois pas le nettoyer. C'est à eux de le faire. Mais enfin, mais partout où j'ai bossé, quand il y a plusieurs personnes qui utilisent un truc, même si elles sont censées faire gaffe, c'est à nous de le nettoyer. Au moins une fois par jour, même deux. Surtout ça. Non, nous on le fait pas. Même Fred, elle m'a dit, on n'a pas à choper leur saloperie. Tu le fais pas. De Mais... toute façon, ils s'en foutent, hein. La preuve, c'est depuis qu'on fait le 115. On a dû le changer 3 fois, le micro-ondes. 3 fois. Peut-être bien parce qu'il y en a qu'un pour 63 chambres. Tu parles, ils font gaffe à rien. 3 fois, on l'a changé. Mais justement parce qu'il y en a qu'un pour 63 chambres, putain. Et personne du staff qui le nettoie. Non, toi tu le nettoies pas, c'est comme ça. Tu pourras pas m'empêcher de le nettoyer de toute façon. La conversation a été bien plus longue dans les faits, et elle aurait pu l'être plus encore si je n'avais pas capitulé devant ce dialogue de sourds. J'ai regardé depuis. Chez Darty, on peut avoir un micro-ondes neuf à moins de 50 €. Comptons le triple pour un truc qui sert en collectivité. Large. Au tarif qu'on pratique, ça équivaut à une voiture garée chez nous pendant une semaine. Moins de 3 nuitées en chambre pour une personne seule. Nulle part j'ai vu un hôtel plein non-stop en période creuse. Nulle part. Mais depuis le Covid et la conversion au 115, c'est plein tout le temps. Avec la marge, il y a de quoi acheter tellement de micro-ondes qu'on pourrait ouvrir une boutique. Ne serait-ce qu'en mettre 2. Est-ce que ce serait si indécent que ça ? Et à la salle à manger, il y a tout. La place, l'aération, les tables, l'agencement. Ça, j'avoue, j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait que ça coûte une fortune d'installer 4 brûleurs à la place de cette plante moche et à moitié crevée que je suis censée arroser quand je fais le service de nuit. Et ça changerait un tas de choses. Et je repense au planning, au fait qu'il n'y a que Leïla et Wassila qui viennent pour le ménage. C'est peu pour un hôtel de cette taille. Avec des chambres faites une fois par semaine, c'est sûr que ça coûte pas cher de ce côté-là. Et je repense à la fiche que les résidents doivent signer à leur arrivée, le règlement intérieur. Je repense à une phrase en particulier, écrite en rouge. Vous devez impérativement sortir de la chambre à 11h le jour du ménage pour que nous puissions faire la chambre en laissant celle-ci dans un état propre. Sick. Je ne suis pas là depuis longtemps et, comme je l'ai dit, les résidents sont souvent là pour du longue durée. Mais les rares fois où j'ai eu des nouveaux, j'ai toujours eu les mêmes questions. Où est-ce que je peux trouver une serpillière, une éponge, un balai ? Beaucoup me disent que la chambre est vite sale avec les gosses. Et moi, j'ai rien le droit de leur donner. De toute manière, j'ai rien non plus. Je me dis juste qu'il est flagrant que des économies conséquentes ont été faites par rapport au nettoyage dans cette boutique. Et que fournir un set de ménage, au moins un par palier, au mieux un par chambre, ce qui me semblerait normal, ça ne coûterait pas grand-chose et surtout, ça serait tout simplement évident. Ruminer tout ça a fini par me mettre franchement en colère au moment où je prends mon poste. Colère qui ne fait que s'exacerber quand je réalise que mon collègue a considéré que puisqu'il était ami avec la patronne, il n'avait pas besoin de sortir les poubelles, ni de laver par terre, ni de vider la machine à café, ni de remplir le frigo ou de faire la clôture. Tu m'étonnes qu'il s'emmerde pendant son service, ce con. Remonté comme une pendule, j'entreprends de récurer l'accueil et la salle à manger de fond en comble une fois que j'ai réparé le désastre. Comme je peux, vu ce que j'ai comme matériel. Et là, un truc me frappe. La saleté, le fait que la patronne ne soit toujours pas venue me faire chier en me disant que j'étais coiffée comme l'as de pique, l'obsession de la sécurité. Tout le monde a l'air d'avoir décidé que maintenant, on avait des sous-résidents. On peut laisser les locaux sales, moches, à peine utilisables, tant qu'on n'a pas besoin d'appeler les flics.
Je pourrais rester 6 mois, 1 an ici, sans toucher un balai, sans faire un sourire ou donner un coup de main, sans dépanner qui que ce soit en l'orientant dans la ville ou en lui donnant une adresse ou un numéro de téléphone, du moment que je m'assure que Trucmuche n'essaye pas de faire rentrer des gens en douce dans la maison. Mais c'est pas ça, mon métier. Et j'ai l'intention de continuer à le pratiquer quand même. Je ne suis pas un vigile. Autre registre, à moins que, quand Gérard rentre de ses courses en début d'après-midi. Va y avoir du monde à la manif cet après-midi. Ah oui, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Si jamais tu vois que ça commence à chier avec les lacrymos, tu fermes tout, hein? Comme la nuit. Mais s'il y a quelqu'un qui suffoque là-devant, je vais pas le laisser dehors, si? Tu fermes. Nous ici on fait comme ça. Tu te rends pas compte, toi? Ça peut être violent ces trucs-là. Je m'en fous. Il va faire sa sieste. J'aurai la paix au moins pendant ce temps-là. J'ai une réminiscence sur le coup des 16 heures en entendant les détonations des grenades de désencerclement, bientôt suivies d'un nuage lacrymogène et de personnes en gilet fluo qui se carapatent. Une bouffée d'adrénaline me descend jusque dans les pieds. Bizarre comme le corps se souvient. Mais cette charge me semble plutôt légère, sans mouvement de panique. Les lacrymos se dissipent très vite. Je sais pourtant que ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est ce moment que choisit un ado de 16 à 18 ans pour se présenter à la réception. C'est Niki. Je l'avais déjà vu. Il vient voir son copain Pétia qui est logé ici avec sa mère. Il me demande de l'appeler pour qu'il descende, ce que je fais. Je le vois amorcer un mouvement vers la sortie pour l'attendre dehors. « Ah mais non, moi là par contre, je vous laisse pas sortir », je lui dis. Il me regarde comme s'il m'était soudain poussé une deuxième tête et me fait observer qu'il n'a pas le droit d'être là et que d'ailleurs, il n'a pas de masque. Nouvelle détonation dans une rue adjacente, brouillard sur le trottoir d'en face. Pétia arrive, j'installe les 2 garçons dans le petit salon derrière la réception en leur disant que je les préviendrai quand je serai sûre que c'est tout bien calmé dehors. Pas question qu'ils partent avant. Ils me remercient comme si je leur accordais une faveur exceptionnelle. J'hallucine. Tout est retombé quand Gérard se lève de sa sieste et les garçons sont partis prendre leur bus. Alors? Du neuf? Non, rien de spécial. Samedi et dimanche. Tu me donnes la clé? Je voudrais aller chercher un pull, j'ai froid. Mais elle est où, mamie? Elle revient. Quand ça? Bientôt. Et qui c'est qui te garde en attendant? Elle revient, je te dis. Donne la clé, j'ai froid. Je sais que les grands-parents ne veulent pas que les gamines rentrent dans la chambre en leur absence et qu'ils les laissent souvent à leur tante, qui est logée un peu plus loin dans l'hôtel. Une femme charmante qui cherche à dissimuler tous les coups durs qu'elle a pu encaisser. Quand elle boit pas. T'es chez Tati à la 12, c'est ça? Laisse tomber, tu m'emmerdes. Et elle se sauve. J'essaye de la rattraper, mais elle a disparu. Je me dis qu'elle a finalement décidé de remonter à la 12 et me résigne à me coller à la mise à jour des factures que Fred m'a demandé de faire. C'est chiant, c'est long, mais ça passe le temps quand on reste 12 heures le cul vissé au même endroit. Et c'est efficace. Au bout d'1 heure à me remplir le crâne de chiffres qui n'ont pas de sens, ma tête est tout à fait vide et je mets un certain temps avant de réaliser que la petite môme est de retour à la réception, cette fois avec les cheveux tout trempés. Allez, s'il te plaît, donne-moi la clé, s'il te plaît, j'ai trop froid. Allez! Putain, mais c'est l'hiver dehors, bordel! Mais t'étais où, putain? J'y crois pas. Je vais pas laisser une gamine dans cet état devant ma gueule, quoi! Bon, puisque j'ai pas le droit de quitter la réception, pas question de descendre à la lingerie chercher une serviette. J'attrape donc le torchon à vaisselle de la cuisine et entreprends au moins d'essorer la longue crinière gorgée d'eau. Et ta sœur, elle est où? La môme est morte de rire, ravie que je lui trifouille la tête, ou peut-être simplement que je m'occupe d'elle. Bah, je sais pas. Par là-bas, je crois. Bordel de merde, elles vont réussir à se choper une pneumonie toutes les deux, putain. Pas une garderie qu'elle dit, Fred. Mais quoi? Je fais quoi, moi, putain? Je finis par dénicher la 2e gosse qui s'était planquée dans un renfoncement des escaliers intérieurs et je cale les 2 mômes dans le petit salon derrière la réception en leur disant d'attendre leurs grands-parents là avant de me rendre compte de mon degré de stupidité. Ce hall est le rendez-vous de tous les courants d'air de la ville. Les petites cherchent un exutoire à leur trop-plein d'énergie et depuis le comptoir, je ne les vois pas.
Je calfeutre donc de mon mieux les portes-fenêtres de la salle à manger et déniche, au terme d'une fouille minutieuse, les vélédas dont se servent les vaillants entrepreneurs en herbe qui squattent mensuellement notre salle de réunion. Couplés à une poignée de feuilles A4 tout droit sorties de l'imprimante, ils font forte impression sur mes 2 petits électrons libres. Elles se mettent à dessiner. Pendant des heures, les rares interruptions qu'elles me font sont pour me montrer leurs dessins, elles qui d'habitude ont tendance à tout casser dans les espaces communs. Elles ont fièrement fait part de leurs œuvres à Gérard à son retour et ont proposé de les afficher à l'accueil, ce qu'il a fermement refusé, sans leur donner de raison. Je lui ai redemandé plus tard, et à moi non plus, il ne m'en a pas donné. Seulement, les petites frangines ont la mémoire longue, et faire des dessins dans les parties communes, ça leur a bien plu. Alors, bien entendu, le lendemain, en me voyant à la réception, elles me foncent dessus pour réclamer le même traitement que la veille. C'est de bonne guerre. Et puis, hier, je les avais jamais vues aussi sages. Alors, pourquoi pas ? Mais cette fois-ci, les choses manquent de tourner mal. Alors que mes 2 loustiques barbouillent avec application dans la salle à manger, la jeune femme de la 26 passe à la réception, très chargée. Je l'avais déjà vue avoir un comportement un peu étrange, mais sans plus. Là, elle se met à faire moult allers-retours dans l'ascenseur en montant, puis en redescendant tout un tas de machins-trucs, allant de la table à repasser à la cage à oiseaux. Ce faisant, elle parle toute seule, et de plus en plus fort, à propos d'un mariage perdu, et des hommes français qui sont tous pédés. À un moment donné, elle dérive dans le couloir, en direction de la salle à manger. Je tends l'oreille. Elle ne vocifère plus, je ne distingue plus clairement ses paroles. Mais le ton est tranchant, agressif. En m'approchant, j'entends nettement « sale manouche » et la trouve en face des 2 ptiotes qui la fixent sans bouger, terrorisée. La femme continue à déblatérer à mon arrivée. « Je peux vous aider ?» Je suis au téléphone ! Mais je remarque qu'elle n'a pas d'écouteurs. Comme je ne sais ni trop quoi dire ni quoi faire, et pas franchement rassurée face à ce comportement, je me plante ostensiblement entre les gamines et elle, et la regarde dans les yeux en me croisant les bras. Ah ! Elle protège, t'as vu ? Elle protège les petites racailles. J'en étais sûre. C'est typique, ça. Puis elle retourne vers l'ascenseur en remballant tout son barda. Je reste quelque temps vers les mômes, en tâchant de les rassurer de mon mieux. La plus jeune, bravache, hausse les épaules en disant « Regarde ce qu'elle m'a fait l'autre jour dans le couloir. » et de remonter sa manche pour me montrer un gros bleu sur son bras. « Elle m'a pincé, mais cherche pas, elle est cinglée celle-là. » Mais tu l'as dit à quelqu'un, ça ? Bah non, pourquoi ? Malgré tout, l'événement n'est, bien sûr, pas anodin et, imperceptiblement, elle se rapproche de plus en plus de la réception pour continuer leur dessin, jusqu'à s'installer quasiment à l'entrée du poste. Je laisse faire. Après tout, je pars dans à peine plus d'1 heure. Cette proximité les pousse à m'inclure un peu plus dans leur jeu. Au lieu de me montrer épisodiquement leurs feuilles, elles veulent désormais me faire voir en direct les mots qu'elles savent écrire et les dessins qu'elles ont appris à faire. Peu à peu, elles me demandent de plus en plus souvent de leur épeler des mots, de leur faire des modèles, de leur montrer comment croquer schématiquement tel ou tel objet. Là-dessus, arrivent les béquilles du monsieur russophone de l'A40, suivi du dit monsieur. Il observe la scène quelques minutes en souriant, comprend très vite le principe du jeu et se joint à nous. Son français très rudimentaire nous avait jusque-là interdit toute conversation. Juste quelques paroles çà et là, un sourire, un hochement de tête. Mais aujourd'hui, grâce aux petites filles, j'ai l'impression de faire sa connaissance. L'instant suspendu dure plus d'1 demi-heure. Il s'en rend compte au moment où il lève le nez en riant vers la pendule, puis me tend les papiers administratifs qu'il était venu faire photocopier. Dès lors, chaque fois qu'elle me croise, elle demande à rester vers moi avec des feuilles et des feutres. Pour dessiner. Et pour montrer après. Des gosses, quoi. Et les autres, qui veulent venir dessiner aussi. Et oui, les nouvelles vont vite dans ce petit hôtel. Comment croyez-vous qu'on se sent quand on doit dire non à des gosses qui vous demandent de dessiner ?
et tous ces petits marmots mériteraient d'avoir le temps et l'attention que leurs parents ne peuvent pas leur accorder, tout occupés qu'ils sont à survivre. Alors qui s'occupe d'eux en attendant ? Qui leur ouvre les fenêtres ? On m'a gentiment réprimandé. On ne donne pas les feutres de la salle de réunion à de petites gitanes. Tu comprends, on en a besoin des feutres pour la salle de réunion. Arf. Ce que je leur ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai acheté des crayons de couleur exprès que j'ai planqués dans le foutoir derrière le comptoir. Et puis, on t'a dit, si tu commences à t'occuper de 2 gamines comme ça, après ça va nous saturer la réception. On fait comment, nous, après ? On fait pas garderie, quoi ? Pour sûr, si j'avais voulu bosser en garderie, c'est là-bas que j'aurais postulé. Mais donc, c'est simple. Je veux pas faire garderie, parce qu'honnêtement, les gosses, bon, ça va bien 5 minutes. Ma chefferie me l'interdit et je fais garderie. Parce que c'est ma conscience d'être humain qui me l'impose. Peut-être faudrait-il donc une garderie, qu'en pensez-vous ? Histoire d'éviter que les marmots se retrouvent livrés à eux-mêmes, à choper la pneumonie et à tirer des trucs chez Primark. Surtout que, en connaissance de cause, je peux dire qu'ils préfèrent blablater, apprendre, gribouiller. À croire qu'on voudrait, à toute force, fabriquer des délinquants. Dimanche, 18h50. Firmin m'apprend, pendant le passage de consigne, que la 26, qui avait fait une telle pantomime le week-end dernier, s'est fait virer de l'hôtel. En plus du signalement que j'avais fait au sujet des gamines, il s'avère qu'elle a agressé le mec de la 17 dans l'ascenseur et qu'elle a saccagé sa chambre. Mais du coup, elle est où maintenant ? Oh je sais pas, dans un autre hôtel, je pense. En tout cas, si elle se pointe, tu la laisses surtout pas rentrer. Hein. Ah ouais, fais très attention. La laisse surtout pas t'approcher. Elle fait très peur, elle. L'autre jour, j'ai cru qu'elle allait me frapper. Elle est dangereuse, je te dis. Voilà une nuit qui commence bien. Évidemment que cette jeune femme ne pouvait pas rester là dans ces conditions, mais il s'avère que la solution proposée est encore pire. Parce que, grâce au collectif de l'OHI, j'ai une idée assez précise de l'endroit où elle a pu être parachutée. Au Polichinelle. C'est sûr qu'ici, au Paradoxicon, c'est loin d'être un paradis, et j'ai eu l'occasion d'écrire dans ces pages tout ce qui n'y tourne pas rond. Mais même si tout craque ici, on essaye tant bien que mal de raccommoder avec des bouts de ficelle, de faire en sorte que ça reste acceptable. Ce qui n'est pas le cas du Polichinelle, qui fait office de décharge du 115. Le terme est hideux, mais c'est, à mon sens, le plus approprié. C'est là-bas que s'achève la course de toutes les personnes dont les autres hôtels ne veulent plus, une étagère à pucier moisie, siège de tous les trafics, de la violence, de la prostitution. Un bouge tellement flippant que mes collègues de l'observatoire n'osent plus y retourner. Une sorte d'antichambre de l'enfer, en somme. Et c'est sans doute là-bas qu'est la 26 à l'heure qu'il est. Parce qu'elle est dérangée. Quelqu'un a-t-il contacté une structure psychiatrique ? Pourquoi j'y ai pas pensé l'autre jour ? Maintenant, c'est trop tard. J'en suis là de mes réflexions quand arrive la 22, avec sa vingtaine tourbillonnante, ses cheveux noirs tressés de roses bonbons et son sourire extra bright d'une oreille à l'autre. Ça me fait comme une grande bouffée d'oxygène. Elle sort du travail et, manifestement, elle a envie de raconter sa journée à quelqu'un. Alors naturellement, on se met à papoter. C'est ainsi que j'apprends qu'elle est aide-soignante à temps plein, et ce depuis presque 2 ans. Elle a donc toutes les billes pour accéder à un logement. Elle en cherche d'ailleurs un depuis des mois. Mais, comme elle dit, il n'y a pas moyen. Je décide de lui donner les coordonnées de la permanence CGT, en me disant qu'ils seront certainement beaucoup plus efficaces que moi pour l'aider. Puis, tout à trac, elle me demande. Tu sais si elle est là, la 26 ? T'es pas au courant ? Au courant de quoi ? Elle a complètement vrillé, du coup ils l'ont virée. Ah, merde. Je me doutais bien que ça risquait d'arriver, mais... Vous êtes proches toutes les deux ? Bah ouais, on s'entend bien, quoi. Tu sais où elle est ? Que je puisse aller la voir ? J'ai bien une idée, mais je suis pas sûre. Puis franchement, je te conseille pas d'aller là-bas. Ah, la pauvre. T'as une idée de ce qu'elle a ? Je pense qu'elle tape trop de trucs et puis... elle va pas bien, quoi. J'avais remarqué, oui. Tu me préviens si elle vient ? D'accord, mais j'ai plus le droit de la laisser rentrer, hein. Carrément. Il paraît qu'elle est devenue violente. Moi, je prends pas le risque qu'elle blesse quelqu'un ici, tu comprends ? Oh là là. Ouais. Puis tu sais, c'est moche à dire, mais si tu la vois, ce serait peut-être mieux qu'il y ait quelqu'un avec toi, tu vois. Au cas où.
Ça va aller? Ouais. Faut prier pour elle. À défaut d'un suivi psy. Pas sûr que ça suffise.